Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de retrouver sur Kavi Média, seul et unique média de développement en République de Guinée. Merci d'être des nôtres dans cette émission Le Scanner qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h jusqu'à 10h30. Nous vous aidons à comprendre l'actualité nationale et internationale avec les débatteurs qui m'entourent chaque matin. Merci de nous préférer à la télé. Vous nous regardez sur Kavi TV, disponible sur les bouquets Canal+, et Star Times. À la radio, vous nous écoutez sur la 89.5, c'est la fréquence qui vous accompagne à Conakry environ. À la baie, nos partenaires de Beta FM relaient cette émission pour votre plus grand bonheur. Merci de nous pratiquer via les réseaux sociaux grâce à notre application mobile Kavi Média, disponible sur Play Store et App Store, sur notre page officielle Kavi TV, groupe Kavi Média, sur YouTube également. Merci de nous suivre via notre application mobile et je l'ai déjà rappelé via notre site d'information, j'allais dire siaminfo.com. Au menu de ce matin, dans moins de 48 heures, Mamadi Doumbouya sera officiellement investi président de la République de Guinée. À cette occasion, la capitale Conakry se refait une beauté. Plusieurs chefs d'État sont annoncés et les travaux s'intensifient pour donner à cette cérémonie tout son éclat. Reprofilage des principales voiries, opérations d'assainissement, déguerpissement des encombrants physiques. Tous les acteurs sont mobilisés pour marquer la solennité de l'événement. Sur le plan organisationnel comme médiatique, rien n'est laissé au hasard. Le dispositif est minutieusement passé au crible. L'investiture du président Mamadi Doumbouya, symbole d'un nouveau chapitre de l'histoire nationale, c'est le grand dossier de ce jeudi dans le Scanner. Aux États-Unis, le président Donald Trump continue de surprendre. Le département d'État américain a annoncé la suspension pour une durée indéfinie du traitement des visas d'immigration pour les ressortissants de 75 pays à compter du 21 janvier 2026. La décision, révélée par un mémo interne et confirmée par la porte-parole de la Maison-Blanche, s'inscrit dans le durcissement de la politique migratoire engagée par Donald Trump depuis son retour au pouvoir. Décryptage à suivre dans la dernière partie de cette émission, le Scanner. Voilà, entre autres sujets à débattre pour cet autre numéro du Scanner. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le média du développement. Vous nous suivez à l'instant en Guinée, aux alentours du stade général Lansana Conté. Merci de votre fidélité. Vous êtes dans votre émission, le Scanner du groupe Kavi Média. Autour de moi, avec moi, les débatteurs de chaque matin. Yamoussa Cheikh Kamara, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour au peuple de Guinée. Bonjour à Mohamed Leba. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour le nouveau Bangali Kamara. Bonjour Abdallah et bonjour à tous. On commence par cette première actualité, ce premier sujet inscrit et au menu de ce matin. Notre grand dossier d'ailleurs de ce numéro, dans moins de 48 heures, je l'annonçais, Mamadi Doumbouya sera officiellement investi président de la République de Guinée. Conakry est en pleine effervescence. J'y arrive. Reprofilage des voiries, assainissement, déguerpissement des encombrants physiques. La capitale se refait une véritable beauté. Plusieurs chefs d'État sont annoncés et sur les plans organisationnels et médiatiques, les derniers réglages se poursuivent. Et parlant de derniers réglages, nos équipes suivent la situation de très près, comme en témoignent ces reportages de Ansoubaïlo Baldé, Moussa Kamara. Nous sommes à une semaine de l'investiture du président de la République. Comme vous le constatez, la police s'active déjà sur le terrain pour dégager les artères, pour donner une bonne image. Sur la transversale Koza Nongo d'Isimbaya, les citoyens eux-mêmes s'activent à dégager, à enlever les barrages. Tout le monde, ceux à qui on a posé la question, ils disent avoir été déjà prévenus préalablement et ils sont d'accord, ils ne sont pas opposés, ils sont unanimes qu'effectivement la route doit être dégagée pour donner une belle image, en tout cas à la ville de Conakry, pour cet événement tant attendu par les Guinéens. La situation ce matin, nous on nous a prévenu depuis hier que de dégager ici. Je crois qu'il y a l'investiture qui doit se passer au stade général Lansana Conté. Donc du coup, ils ont demandé à tous ceux qui sont au bord de la route de dégager. Donc voilà, ce matin, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est un ordre, nous ne faisons qu'exécuter. Donc on ne peut pas dire si nous la pression ou pas. C'est l'ordre, ça vient d'en haut, nous le savons. Donc là, il faut exécuter.
Nous sommes sur le tronçon qui mène au marché de Kiroti, juste à l'alentour du stade de Nongo qui doit abriter l'investiture du président de la République. Comme vous le constatez, des travaux de réhabilitation des routes sont engagés et des entreprises commises à la tâche sont déjà sur pied pour en tout cas livrer ces infrastructures avant le jour du 17 janvier 2026, jour indiqué pour cet événement solennel que les Guinéens attendent impatiemment, comme l'a confirmé un responsable de l'entreprise qui fait ces travaux. Les travaux avancent à grands pas et ils vont tout mettre en œuvre pour livrer l'infrastructure avant le samedi. Oui, avant l'investiture, l'agence de gestion des routes de Guinée a eu une mission précise, créer des conditions de circulation aux invités, aux services de défense et de sécurité et aux citoyens qui participent à la cérémonie d'investiture du chef d'État prévue le 17 janvier 2026. Donc nous avons entamé des travaux de réhabilitation, d'entretien et de maintenance sur tous les artères autour du stade. Donc c'est une synergie d'action. Donc on s'est donné la main pour que les travaux soient terminés au plus tard le 13 janvier 2026. Comme à l'alentour, au sein du stade également, les préparatifs vont bon train. Des travailleurs commis à la tâche, chacun en ce qui le concerne fait son travail pour arriver à bon port avant le jour J. Le drapeau aux couleurs du rouge jaune vert commence déjà à flotter à l'intérieur, comme pour dire que la Guinée est prête à accueillir cet événement. Circulation normale, espace libre, vendeurs et vendeuses éloignés de la route. C'est qu'affiche le carrefour de Koza et ses environs. C'est lundi 12 janvier 2026 et cela montre la belle image de la ville à quelques jours de l'investiture du président Mamaya. Hors micro, ils sont nombreux qui apprécient l'initiative prise dans sa capitale guinéenne. Amatoto est aussi engagé par la délégation spéciale. Des machines sont mises en branle pour dégager les encombrants le long des artères publiques. Si les personnes déguerpies des par le passé reviennent, cette fois, des dispositions seront prises pour éviter ce comportement. Laissez-moi vous dire que dans toutes les communes, déjà, c'était un programme préétabli. Maintenant, si ça a correspondu à l'investiture de notre président de la République, le président Mamadi Doumbouya, nous, on ne pourra que se réjouir de ça. Parce que qu'est-ce qui est quand même clair à dire, c'est que Conakry, les rues de Conakry présentaient une image qui n'est vraiment pas une image pour une capitale. Moi, en tant que directeur de la garde communale, je vais me mettre à la tâche et mes collaborateurs pour ne pas que les gens reviennent comme ça. Là. Les parties déguerpies seront soigneusement surveillées. Tous ceux qui vont s'entêter de revenir sans aucune autorisation de l'autorité communale sera frappé de façon appropriée. Visage froissé et un regard de désespoir. Zakaria Sow et Ousmane Badegrepi apprécient le fond, mais désapprouvent la forme de l'action. C'est là, après passage des buts 2 heures. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est encourageant, mais il serait mieux que les autorités nous informent à temps pour que les uns et les autres puissent mettre en place ici une équipe qui peut venir ici mobiliser leurs effets. C'est une bonne initiative, seulement je déplore la façon dont nous sommes déguerpis. On n'a pas été avertis à temps pour qu'on puisse faire sortir nos bagages. Avant le 17 janvier 2026, date indiquée pour l'investiture du président de la République élu. Tous les niveaux s'activent chacun en ce qui le concerne pour donner une belle image à la capitale Conakry. Image à la capitale Conakry. Les autorités s'activent pour donner une très belle image à la capitale Conakry. Vous avez suivi ces séries de reportages réalisés par Ansoubaïlo Baldé et Moussa Kamara. Bangali Kamara, Conakry change de visage. À moins de 2 jours de cette investiture du président Mamadi Doumbouya, au-delà de ce qui a été dit dans ces différents reportages, quels sont aujourd'hui les chantiers visibles à Conakry, la capitale guinéenne, et est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que la capitale Conakry sera prête dans les délais, c'est-à-dire avant le 17 janvier? Justement, Abdallah, bonjour à tous. Et il faut rappeler que
cet embellissement ou bien l'embellissement de la capitale Conakry est circonscrit certainement. À un certain endroit, ce n'est pas tout le Grand Conakry qui est touché, notamment ces 13 communes. Il faut donc, des zones sont bien et bien ciblées. Donc, à l'occasion de cette investiture du président, du président Mamadi Doumbouya, qui est donc une première à être organisée sur une place publique, parce que dans le passé, avec le président Lansana Conté, le général Lansana Conté et le président, le professeur Alpha Condé, l'investiture s'est toujours tenue de façon très sobre, notamment soit au palais du peuple ou bien au palais de Mohamed V. Donc nous avons toujours connu une organisation très sobre, mais cette fois-ci, les autorités ont décidé, avec le régime Mamadi Doumbouya, d'aller sur une place publique, notamment le stade Nongo, et le stade Nongo qui est donc au niveau de la périphérie, dans la haute banlieue de Conakry. Donc à ce niveau, de quittant le centre-ville jusqu'au stade Nongo, qui connaît les artères, qui connaît les différents accès. Donc il faut passer les artères publiques, donc les grandes routes. Donc aujourd'hui, les autorités ont décidé, parce que la Guinée va accueillir des invités, des présidents de la République, des chefs de délégation, d'institutions, ainsi de suite. Donc tous ceux-ci-là seront présents à Conakry. Donc il faut donner quand même une belle image à une partie de Conakry. Donc ces zones-là ont donc touché. Donc l'objectif est de libérer et fluidifier la circulation et donner des accès au stade Nongo, notamment les délégations officielles qui doivent venir à Conakry. On a vu dans ce reportage la Géroute qui est en train de mettre à pied d'œuvre pour mettre des goudrons au niveau de l'accès à partir de Kiroti, l'accès à la route qui mène vers le marché de Kiroti. Donc ces zones-là, aux alentours ici du stade de Nongo, sont en train d'être refaites pour goudronner afin de permettre à la délégation de pouvoir mieux circuler. Au-delà de ces endroits, comme je l'ai rappelé tantôt, donc nous avons constaté les voiries donc concernées, parce que ce n'est pas tout Conakry, avec les 13 communes, c'est une partie bien sûr. Donc commençant par les quartiers de Kaloum, la commune de Kaloum, qui est le cœur de la capitale. Donc également au niveau de Dixine, Amdalaï, en passant par Kipé, Nongo, aussi Koza, l'axe Koza, commençant par la tannerie jusqu'à Koza, la T3, Koza et jusqu'à Nongo, et au niveau de la T2 de l'aéroport en passant par le rond-point de Bambeto jusqu'au rond-point de Kipé. Donc ces zones-là qui sont censées recueillir ici ces invités, donc aujourd'hui sont complètement libérées, et les encombrants physiques, notamment les baraques, les kiosques qui sont installés un peu partout. Illégalement, ils sont installés illégalement, sont débarrassés, et parfois des citoyens indélicats qui laissent les véhicules en bordure de route. Donc la police, à travers les grues, donc on maniait tous leurs moyens pour débarrasser de ces accostements-là, avec ces véhicules qui sont installés un peu partout, afin de donner une belle image à la capitale. Et au-delà, quand nous partons au rond-point de Bessia, d'habitude auparavant, le rond-point qui était toujours envahi par les marchands, par les vendeuses au niveau de la contournante, après la passerelle, derrière la passerelle juste. Donc cet endroit-là était complètement envahi auparavant par les marchandes. Donc aujourd'hui, c'est complètement libéré, permettant aux véhicules de pouvoir accoster et libérer carrément la chaussée. Donc ces genres d'exemples-là, plusieurs exemples sont d'ailleurs visibles aujourd'hui quand vous venez, même au niveau du rond-point de l'aéroport, et la Géroute, à travers ses services, ont mis des goudrons. Toutefois, pour niveler un peu ici les surfaces ici des différentes voiries, des différentes voiries, tout en mettant également des peintures pour limiter, en même temps embellir ici embellir réellement ici les routes pour permettre à une fluidité ici de la circulation. Donc de l'autre côté, on ne va pas passer sans écorcher cela, parce que les citoyens dans le reportage se sont plaints, parce que déjà c'est l'investiture, personne ne s'attendait par rapport à ce déguerpissement. Donc les citoyens se plaignent donc par rapport à ce déguerpissement, qui n'ont pas été informés à temps. C'est de l'ex du Ralex, hein. La loi est dure, mais c'est la loi. Qui n'ont pas été informés à temps, et c'est en un seul jour qu'on est venu pour les déguerpir, parce que l'activité là a commencé depuis le 10, le samedi dernier. Donc ces citoyens là se disent vraiment vexés, et se disent vraiment
blessés dans leurs droits selon eux, parce que l'État ne les a pas informés préalablement sur ces différentes zones. Donc avec l'investiture, Conakry commence à retrouver une partie ici de sa beauté là-dedans. Mais la question qui reste à se poser, après l'investiture, ces zones-là dégagées, est-ce que ces encombrants physiques-là, les gens ne vont pas revenir? Parce que ce n'est pas une première fois que nous assistons à des déguerpissements sur des voiries publiques. Ça a été plusieurs fois enchanté. Et après, quand on déguerpit, ces mêmes citoyens viennent s'installer progressivement, parce qu'il n'y a pas de suivi, parce qu'on le dit plus souvent que le vide, que l'espace a horreur du vide. Vous voyez, donc dès qu'on laisse le vide et qu'on ne vienne pas pour aménager ces endroits directement, ces mêmes citoyens vont revenir pour s'installer, pourquoi pas construire ces kiosques, ces baraques et également parfois avec la complicité de certains responsables du quartier, bien sûr, parce que ces gens-là ne peuvent pas venir s'installer sans pour autant avoir une autorisation, quoi que ce soit ce sont des responsables. Mais là, cette autre question, peut-être, est-ce que c'est la Géroute, le ministère de l'Hydraulique, qui est aussi sur le terrain pour assainir, et autres, la police, également, les forces de sécurité qui sont sur le terrain. Justement, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'ils seront dans les délais? Bon, à la vont les choses, dans les délais, nous voyons, d'après nos constats, ils seront certainement avec les efforts consentis, et parce que du jour au lendemain, c'est des efforts qui sont consentis. Ils ne seront pas à 100% dans les délais, il faut être sûr de cela. Mais aujourd'hui, après nos regards, nos observations sur les axes routiers, carrément, ils sont quand même à 60 à 70% quand même pour le dégagement ici de ces encombrants physiques. Bien, 70%. Donc peut-être avec un peu de célérité. On a encore 48 heures, moins de 48 heures. Moins de 48 heures. Moins de 48 heures. Mais une chose aussi à signaler, parce qu'après l'investiture, là, comme je l'ai si bien rappelé à l'entame, Conakry, c'est 13 communes. Et pour redonner un beau visage à Conakry, il ne faudrait pas se limiter simplement à ces axes routiers. Notamment, il y a d'autres quartiers aussi, il y a d'autres zones aussi qui ont besoin de revenir. Parce que nous le rappelons après, lorsque le président de la République, lors de la déclaration, l'annonce du président de la République, il a dit que l'année 2026 va être une année de travail, mais aussi de rigueur. Donc certainement, ce sont des lieux, ces rigueurs-là qui commencent, et ne doivent pas simplement s'arrêter à un seul endroit, doit toucher tous les endroits de Conakry. Parce que comme vous l'avez rappelé, Duralex. C'est l'ex Duralex, oui, c'est très important. Mais au-delà, même comme vous l'avez dit tout à l'heure, je crois que vous l'avez rappelé, au-delà de l'investiture, quel doit être en tout cas l'impact de ces travaux pour les populations? Bon, l'impact de ces travaux pour les populations, premièrement, avec la circulation, il y aura une fluidité de la circulation. Parce que là, premièrement, lorsque ces encombrants physiques-là ont été, ces premiers jours, on a constaté un bouchon à Conakry. Vous voyez, donc au niveau du rond-point de Koza, tous les véhicules à partir du lundi s'étaient rabattus sur l'autoroute Fidel Castro. Donc là, nous avons constaté carrément un bouchon. Mais au jour d'aujourd'hui, nous constatons réellement une fluidité de la circulation. Et quand vous sortez, vous roulez sur ces artères-là qui sont vraiment déguerpis, vous vous sentez à l'aise, vous roulez à l'aise. Et puis également les endroits, les encombrants, les marchés. Par exemple, quand vous prenez le rond-point de le rond-point de Gessia, avant, c'était un endroit, les véhicules étaient obligés de s'arrêter au niveau du pont. Vous voyez, ce qui causait assez d'embouteillage. Mais avec ce déguerpissement, l'endroit qui est aménagé pour permettre aux véhicules donc, de rentrer à travers l'endroit qui est réellement aménagé pour ces véhicules-là. Donc les véhicules viendront maintenant s'arrêter paisiblement et sans occuper ici la chaussée. Sans occuper la chaussée. Donc en tout cas, un premier impact, on pourrait dire qu'il y aura quand même la fluidité de la circulation. Côté Stade Général Lansana Conté, peut-être avec cette investiture, les travaux s'accélèrent de ce côté puisque la Guinée jusque-là n'a pas de stade homologué. Donc c'est peut-être une aubaine pour les autorités de la Guinée pour avoir eu un stade. Merci Bangali. Je vous reviens tout à l'heure. Je me tourne vers Cheikh. L'investiture dépasse donc le cadre national. Bangali l'a rappelé avec beaucoup d'invités. Mais aujourd'hui, quels sont les chefs d'État ou de délégation qui sont annoncés en République de Guinée et quel serait quand même l'impact de leur présence, impact diplomatique de leur présence? Il y aura d'impact forcément, mais pour le moment, on s'en tient à l'annonce faite par le ministre de la Culture et de l'Artisanat, qui d'ailleurs est le responsable
je crois, de la cellule de communication chargée des médias dans ce cas de figure à l'occasion de cette investiture-là. Donc hier, donc, dans les couloirs de la haute autorité de la communication, notamment dans la salle du 28 août, il y a eu des rencontres entre la direction donc, de la communication, naturellement, et de l'information de la présidence de la République, la haute autorité de la communication, naturellement, mais aussi et les journalistes également. Et donc, à cette occasion-là, le ministre Moussa Moïse a annoncé qu'une dizaine de chefs d'État sont attendus donc, en Guinée, ainsi que des délégations, mais aussi des présidents des institutions. Donc, à ce niveau, on peut quand même dire que l'événement revêt une importance capitale et attire, en tout cas, les autres présidents de la République, non seulement de la sous-région, mais pourquoi pas du monde entier, puisque à un moment donné, après l'élection du président Mamadi Doumbouya, l'homme a bénéficié de messages d'encouragement et de félicitations de la part de nombreux chefs d'État, non seulement africains, mais aussi des autres pays internationaux. À ce niveau-là, on pense qu'à partir du 17 janvier prochain, avec beaucoup de chefs d'État, en tout cas une dizaine, c'est par le ministre de la Culture et de l'Artisanat. Parlant, Abdallah, de la portée de l'événement et qui déjà attire vraiment des grandes personnalités africaines, mais aussi mondiales. Il faut quand même dire que cette solennité bon, il y a une sorte de solennité, puisqu'il faut quand même comprendre que l'événement sera célébré en toute pompe par, en tout cas, des cérémonies publiques, puisque beaucoup de cocktails de cérémonies annoncées là, culturellement parlant, sans d'abord toucher le côté politique, puisqu'il faut quand même rappeler la prestation artistique. Donc des artistes pour le moment guinéens vont s'offrir des beaux spectacles à cette occasion. À partir de 8h déjà, tout va commencer du côté du stade de Nongo et jusqu'à 11h, puisque la rentrée solennelle du président de la République est annoncée à partir de 11h. Et donc de 8h à 11h, il faut quand même comprendre qu'on va assister à des prestations artistiques et donc des prestations qui vont donner un air d'importance ou un ton emphatique, s'il faut le dire, et d'où même de parler l'authenticité peut-être de cet événement, puisqu'il sera revêtu de toutes les formes et il sera aussi accompagné de toutes les formalités requises. C'est pourquoi nous disons que c'est un événement solennel. Et donc ça sera marqué de toutes les formes requises, puisque les annonces sont faites déjà à travers le déplacement de plusieurs chefs d'État du continent africain et pourquoi pas ailleurs, mais aussi les délégations et aussi les présidents des institutions internationales. À ce niveau, on sait que ça sera un événement de grande envergure. À partir de là, parce que les annonces sont déjà données, non seulement sur le plan national, puisqu'il faut le dire que l'accès aussi est permis à tout le monde. Il n'y a pas de badge d'accréditation, mais sauf que... Pour les citoyens. Pour les citoyens. Je dis pour les citoyens du côté... Sur le plan national, je vais dire, tout le monde peut s'y rendre de l'autre côté-là, de plein gré, pour en tout cas... pour vivre cet événement historique, cet événement présidentiel, derrière qui est aussi une audience de la Cour suprême, puisque le président de la HAC rappelait cela. Mais Bangali l'a dit tout à l'heure, historiquement parlant, on n'a peut-être pas connu une investiture de cette ampleur de la République d'une telle envergure. Là, il faut quand même le rappeler, en commençant par le général. Bon, Ahmed Sékou Touré, on laisse tomber, mais en commençant par le feu général Lansana Conté, passant par Alpha Condé jusqu'ici, ce qu'on sait, c'est que l'histoire nous a enseigné, on sait, ça se passe souvent de façon sobre, mais aujourd'hui, on a vu qu'à travers cette investiture du président Mamadi Doumbouya, on donne une autre connotation historique, mais aussi on permet à la Guinée de s'offrir un visage
vraiment moderne. Aujourd'hui, sur les artères, le constat vraiment est reluisant. Oui. Même si ce n'est pas à 100%, mais à 80%. On peut s'en féliciter. On peut s'en féliciter puisque toutes les zones concernées sont aujourd'hui dans le collimateur soit de l'AGEROUTE, soit du ministère de l'hydraulique et des hydrocarbures, censé aujourd'hui de mener l'opération d'assainissement à travers tout le Grand Conakry, pourquoi pas de l'intérieur du pays. Alors les zones qui sont ciblées là, on sait que parlant de l'arrivée des chefs d'État ainsi que des délégations, directement c'est l'aéroport Ahmed Sékou Touré, l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de l'autre côté qui est ciblé. Et si vous regardez un peu la route qui remonte vers vers Bambeto, qui dirige directement vers la RTJ, qui a quand même bénéficié d'une réhabilitation avec ce sommet. Avec ce sommet. Et donc de ce côté-là, on sait qu'il y a une beauté là-bas. Dans nos routes là, il n'y a rien à dire. Si vous dépassez Bambeto aujourd'hui, vous vous sentez dans un autre pays qui n'est pas la Guinée, mais sauf qu'on est en Guinée, c'est du bon travail qui est fait là. Et de l'autre côté, si vous venez du côté aujourd'hui de Koza, à partir de la tannerie ici, il y a des travaux dignes de nom qui sont en train d'effectuer. Mais j'étais étonné ce matin, pas pour te couper. Moi, hier nuit, je suis passé par là, mais ce matin, j'ai trouvé un autre visage. Donc, je me suis dit, attends, comment l'AGEROUTE et tous qui sont mobilisés font pour travailler en un laps de temps? En fait, c'est ce qui m'étonne. En un temps record, surtout. En un temps record, mais c'est incroyable. En fait, il y a d'autres révélations au-delà de tout. Cette investiture nous montre que oui, le travail peut être fait en un laps de temps, en un temps record. Avec quelle qualité aussi. Oui, peut-être la qualité, on attend. Mais ça, on ne peut pas parler de qualité d'abord parce qu'on n'a pas vu les résultats. Voilà, on attend les résultats pour dire ce que ça va donner directement. Parce qu'à Kipé, ça tient d'abord. À Kipé, ça tient. Et pour le moment, du côté des Bambeto, ça tient également. Ce qui va être fait, en tout cas, on a quand même assisté au dégagement des artères des principales artères de route. Maintenant, aujourd'hui, on assiste également au reprofilage un peu partout des zones ciblées. Du côté de Yimbaya Taneri, en passant par Koza pour descendre à Nongo, on assiste à des réformes vraiment qualifiantes, s'il faut le dire, sur cette route-là. Et donc, à ce niveau, on se dit qu'on est fier de tout ce qui est en train d'être réalisé et aussi on s'en tient à cette révélation comme quoi du bon travail peut être fait. Nous, on va quand même s'en tenir à ce niveau-là, comme quoi du bon travail peut être fait en un temps record. En tout cas, à l'occasion des cérémonies de grande pompe comme ça, on sait que nos autorités peuvent se bouger pour vraiment donner une bonne image à la capitale Conakry. Et donc, mais ce qu'il faut peut-être ajouter à cela, et puisque Bangali a signalé la nature à horreur du vide, et donc aujourd'hui on a assisté à tout ce dégagement des artères, mais après cette cérémonie-là, est-ce qu'il y aura le suivi, la continuité de ces actions? Donc c'est ce qu'il faut. Aujourd'hui. Je crois qu'il y a le président de la délégation spéciale qui a répondu à cette question, qui a dit que ces activités vont se poursuivre. Si avant c'était des activités, des feux de paille, aujourd'hui il compte pérenniser cela. C'est lui qui des déclarations de telle forme. Des déclarations qu'on attend de voir. Des déclarations de telle forme, on sait, ça n'a pas commencé. Après, c'est lui qui l'a dit. Ça n'a pas commencé maintenant. Beaucoup ont dit depuis le temps. Sauf qu'il n'est pas le seul. Voilà, depuis le temps Alpha Condé, on a au niveau de Madina également. Justement. En tout cas, du travail est en train d'être fait, mais des déclarations de telle forme, on en sait beaucoup depuis le temps Alpha Condé. C'est qu'il faut dire, on a besoin de suivre de près. D'accord, cette procédure-là, ces travaux, puisqu'il ne faut pas que ça se limite. L'investiture va passer à partir de 17. Donc Conakry, normalement, doit maintenir sa forme, doit maintenir son beau visage. Et pour cela, il faut que tout soit suivi à la lettre, et du côté des citoyens surtout, mais aussi du côté des autorités. Et puisqu'à tout moment, on ne peut pas dégager, revenir pour... C'est vrai, le suivi, il est important, mais la citoyenneté aussi oblige. Donc, du côté des citoyens,
il faut quand même leur dire, construire illégalement en bordure de route, ce n'est pas chose normale. À chaque fois, il ne faut pas que l'État revienne pour vous dégager à tout moment à l'occasion des activités comme ça. Donc Abdallah, il faut le comprendre. Tous les citoyens sont invités à y prendre part. Du côté de Nongo, le 17 janvier, sauf qu'il y a voilà, c'est le samedi prochain. Sauf qu'il y a le protocole quand même à respecter. Ne venez pas avec vos voitures aux alentours. Ne venez pas avec vos voitures aux alentours près. Donc venez toujours en respectant les consignes données par tous les agents de la circulation. Et puis également, puisque derrière on nous dit qu'il va y avoir de fouilles complètes de l'autre côté, du côté de Nongo, puisqu'il faut quand même le rappeler, c'est l'investiture du président de la République, c'est pas l'investiture d'un président de la délégation spéciale. Il n'y a même pas d'investiture pour un président de la délégation spéciale. Installation, je veux dire. Ce n'est pas l'installation d'un président de la délégation spéciale. Quand même, c'est le président de la République qui va prêter serment. Et donc, on va comprendre, il y aura tout le protocole à ce niveau-là. Donc, tous les citoyens sont invités à s'armer d'un esprit de citoyenneté, puisque ce jour-là, on ne veut quand même pas de fausses notes. On ne veut rien entendre, puisque c'est un événement historique et la Guinée est à la croisée des chemins à travers cette investiture, puisque des chefs d'État sont annoncés, des présidents des délégations, mais aussi des institutions internationales. International, le rappelle déjà Yamoussa Cheikh Camara. Quelqu'un disait que savoir se situer et trouver sa juste place permet de développer une meilleure qualité de vie. Hein, vous allez sans doute le comprendre, puisque si vous vous placez bien et que vous respectez les lois, je crois que vous ne serez pas victime de déguerpissement prochainement. Donc évitez les artères publiques qui ne sont pas autorisées. Si vous n'êtes pas autorisé de vous y installer, en tout cas, autorisé. Je dis bien autorisé. Mais après, si vous êtes autorisé, vous pourrez brandir cette preuve et la loi va, et si la justice fera son travail. Je reste avec vous, Yamoussa Cheikh Camara, pour poser cette autre question. Est-ce que cette forte mobilisation, vous l'avez déjà annoncé, internationale des chefs d'État, des délégations, pourrait renforcer aujourd'hui la portée politique de cette investiture? La portée politique y est. Forcément, on voit déjà, non, même pas pour parler de l'international d'abord, sur le plan national. Sur le plan national, on voit, il y a déjà des acteurs politiques qui ont annoncé... Il y a même des candidats malheureux. Des acteurs politiques, des candidats malheureux qui ont annoncé leur présence ce jour-là, qui disent qu'ils vont prendre part à cette investiture pour dire que sur le plan national, c'est un événement aujourd'hui, qui nous permet de poser ce qu'on appelle l'acte d'unité, d'accord, de solidarité. Les bases alors. Les bases, je vais dire, je parle d'acte d'unité et de solidarité entre les Guinéens, puisqu'au-delà de tout ce qui est politique, on parle de la nation aussi. Et donc c'est le numéro 1 du pays qui doit prêter serment là. Alors, comme vous l'avez constaté lors de son adresse à la nation, le président Mamadi Doumbouya a tendu la main à tout le monde, à toutes les filles et à tous les fils du pays. Et donc cela va commencer par se matérialiser à partir de cette investiture. À partir de cette investiture-là, on comprendra quel effet politique, d'accord, cette main tendue ou cet appel lancé par Mamadi Doumbouya à l'occasion de son adresse à la nation, après son élection, après la validation, en tout cas des suffrages par la Cour suprême, quel effet cela va donner aujourd'hui, nationalement parlant. Il faut quand même dire que les acteurs sont annoncés et chacun veut prendre part à cet événement historique. Politiquement, pour parler de l'international, politiquement, on voit que l'annonce qui est faite par le ministre de la Culture, on sait que ce n'est pas fortuit. Cela donne une autre dimension politique aujourd'hui à la Guinée, puisqu'on sait qu'on sort de la transition et la transition n'est pas amie des partenaires. Quand même, on le sait, tous les partenaires binationaux, techniques, nationaux, internationaux, nationaux même internationaux, en tout cas techniques, financiers, internationaux, se méfient de la transition. Aujourd'hui, la Guinée a franchi ce cap avec brio, il faut quand même le dire, sans aucune anomalie, sans grande anomalie, il faut le dire, sans incident majeur, la Guinée a franchi ce cap et aujourd'hui, on veut
installer officiellement le président de la République dans son fauteuil présidentiel. Bien. Les annonces qui sont faites sont d'une grande envergure, mais politiquement, ça donne une autre représentativité de la Guinée à l'international. De la Guinée à l'international, et tout est minutieusement calculé. Ce mercredi même, la Haute Autorité de la Communication, la DCI, Direction de la Communication et de l'Information, dirigée par Moussa Condé, le ministre de la Culture et de l'Artisanat, Moussa Moïse Silla, et des journalistes accrédités étaient en conclave, hein, vous l'avez déjà rappelé à Moussa Cheikh Kamara. Mais avant de venir vers vous, Mohamed Leba, nous allons suivre ce compte-rendu de Bangali Kamara. C'est une rencontre qui consiste à expliquer le plan média aux journalistes accrédités pour l'investiture du président Mamadi Doumbouya. Une cérémonie solennelle à une portée historique qui connaîtra la participation de plusieurs chefs d'État, des chefs de délégation et de représentants d'institutions. Le ministre de la Culture et de l'Artisanat, Moussa Moïsila, appelle les journalistes à la responsabilité lors de la cérémonie. L'investiture donc du président Mamadi Doumbouya appelle à une couverture médiatique à la hauteur de sa portée institutionnelle historique. À ce titre, votre rôle est central. Vous êtes donc, à ce titre, les témoins privilégiés de cette histoire en marche de la Guinée, avec un nouveau départ qui débutera donc ce samedi. Vous êtes également les relais de sens, de pédagogie et de responsabilité, surtout auprès des populations qui nous écoutent, qui nous suivent. Nous vous invitons donc à exercer cette mission au cours de cette journée dans le strict respect des principes de rigueur professionnelle et de responsabilité, tout en veillant à préserver le caractère solennel, républicain et unificateur de la cérémonie. Le président de la Haute Autorité de la Communication, Boubacar Yassine Diallo, a décliné le cas de journalistes accrédités pour chaque média demandeur. Vous remarquerez donc que pour chaque télévision, nous avons choisi un journaliste et un cadreur. Pour les radios, nous avons choisi un journaliste. Pour les sites, nous avons choisi un journaliste. Et pour la presse étrangère, nous avons choisi également un correspondant ou un envoyé spécial par organe. Lors de la rencontre, le directeur de la communication et de l'information de la présidence de la République a exposé sur le plan élaboré pour la bonne réussite de l'investiture du président Mamadi Doumbouya. C'était en présence de certains responsables de l'URTELGI. Dans la foulée, les hommes de médias ont reçu leur badge d'accréditation. La couverture médiatique est un enjeu central de cette investiture du président Mamadi Doumbouya. L'ont rappelé la Haute Autorité de la Communication, la Direction de la Communication et de l'Information de la Présidence de la République et le ministre de la Culture et de l'Artisanat, Moussa Moïse Silla. Mohamed Leba, quel dispositif a été mis en place pour assurer une couverture efficace et maîtriser surtout la cérémonie? Parce que c'est le grand enjeu. Hein. Les journalistes, nous le savons déjà, et nous couvrons des activités d'une telle envergure. Ah oui, il faut le dire que c'est juste durcir un peu les dispositifs qu'on a l'habitude de voir lors des investitures qui se sont passées dans notre pays. Ici, si vous regardez, c'est presque les mêmes modèles, sauf que cette fois-ci, les consignes officielles qui sont données, c'est pour une couverture médiatique non seulement ordonnée, responsable, mais aussi sans incident. Et, disons, lors de cet événement historique qui va se tenir le 17 janvier prochain. Alors, comme je l'ai dit, Yacine nous a déjà vendu la mèche la dernière fois quand on l'a eu dans cette émission. Tout ce qu'il a dit ces jours-là, c'est juste une révision, une répétition pour nous autres qui l'avons quand même eu à travers cette émission, le scanner. Et donc, ces dispositifs, il fallait s'y attendre, notamment du côté des journalistes qui s'avèrent aujourd'hui comme étant des relais, ces jours-là qui seront des relais
notamment pour la communauté, pour la population, à travers cet événement, disons, républicain. Donc, à 3 jours de cet événement, les autorités ont rencontré ce mercredi les professionnels des médias accrédités, il faut le préciser, des médias accrédités, donc qui sont censés prendre part à cet événement. Environ une centaine de médias nationaux et internationaux qui ont reçu leur accréditation avec un quota précis. Et il l'avait déjà annoncé sur nos antennes ici, un quota précis par organe, notamment un journaliste et un cadreur pour la télévision et un journaliste par radio ou site web. Alors, il y a aujourd'hui un groupe WhatsApp qui va être créé, je ne sais pas même si c'est créé maintenant là, pour la coordination. C'est déjà créé. Pour la coordination et les accréditations physiques sont nécessaires pour accéder au site. Alors vous le savez pourquoi aujourd'hui on impose cela, parce que de par le passé, vous pouvez voir lors des événements de cette envergure des journalistes, le nombre est aussi pléthorique, les journalistes sont plus nombreux que les invités. C'est quelque chose quand même qui ne donne pas une bonne image. Alors comment aussi se comporter vis-à-vis de ces événements-là en termes de couverture professionnelle, je dis bien en termes de couverture professionnelle, parce que c'est nécessaire de le savoir. Alors, c'est consigne officielle et cadre solennel, parce qu'il faut aussi rappeler la solennité quand même, disons, de cet événement. Et c'est lors de la réunion, il y a d'abord le président de la HAC, comme nous venons de le suivre dans cet élément de Bangali, le président de la HAC, Boubacar Yassine Diallo, qui a pris la parole. Donc, il était avec le directeur de la communication de l'information de la présidence de la République, Moussa Condé. Ils ont détaillé ce dispositif dans un premier temps. D'abord, ils ont parlé de ce bus qui va servir d'abord de moyen de transport pour les journalistes. Le point de départ est aujourd'hui connu pour, disons, les amener au niveau du stade de Nongo. Alors, ce dispositif, on l'a déjà connu en 2020 lors de l'investiture d'Alpha Condé. Et à Yambus, moi, j'ai eu l'occasion quand même de participer à cet événement. Il faut quand même le dire. Peu importe ce qu'on pourrait coller à cet événement-là, que ce soit un événement de 3e mandat, c'était historique parce qu'aujourd'hui on en parle. Ça appartient au passé de l'histoire, à l'histoire de notre pays. J'y arrive. Donc il faut le dire que ce dispositif, c'est presque le même. Sauf que cette fois-ci, aucun journaliste n'est autorisé à aller avec son engin. Les autres l'ont déjà rappelé. Les consignes aujourd'hui sont données même au-delà d'une couverture médiatique pour les citoyens lambda ou d'autres autorités. Il faut quand même, si vous n'êtes pas dans le cadre organisationnel de l'événement, c'est jusqu'à un certain niveau, vous partez avec vos engins. Mais pour ce qui est des journalistes, vu que c'est un mouvement d'ensemble, chacun ira, c'est-à-dire avec son engin jusqu'où vous allez trouver le bus. Donc il y a un lieu qui est indiqué pour cela. Ce bus sera dédié aux journalistes et l'ouverture du stade est prévue à 6h. C'était un rappel parce que le journaliste, on dit, c'est l'heure. Il faut venir à l'heure pour ne pas aussi, disons, se heurter au dispositif sécuritaire et se mettre à expliquer, disons, indéfiniment des raisons pour qu'on vous laisse passer, même si vous avez l'accréditation, si vous laissez le président entrer avant vous, donc ça veut dire que vous ne pourrez pas prendre part à cet événement. Donc ça c'est une réalité et c'est quelque chose qu'il faille soigner et j'ai bien aimé que les autorités présentes ces jours-là quand même rappellent cela aux journalistes parce que ça permet aujourd'hui de faire comprendre aux uns et aux autres, c'est-à-dire ce qu'ils doivent faire pour qu'on puisse disons accéder, je dis bien pour qu'on puisse accéder à une couverture ordonnée. C'est de ça qu'il s'agit. Et de l'autre côté, il faut dire qu'ils ont également parlé de la portée historique et surtout symbolique du lieu. Du lieu, et c'est le ministre Moussa Moïse qui l'a rappelé. Alors, les autres l'ont rappelé également lors des autres investitures. C'est vrai que le président n'est pas obligé. Il s'agit d'une audience assez solennelle, exclusivement réservée d'abord à la Cour constitutionnelle. Malheureusement, aujourd'hui, c'est la Cour suprême qui prend
prend quand même les rênes de cet événement en termes d'investiture aujourd'hui, parce que la Cour constitutionnelle étant ce que nous connaissons aujourd'hui, donc la Cour suprême, c'est une audience exclusivement qui lui est exclusivement dédiée. Donc aujourd'hui, voir cet événement, disons, se tenir dans un espace public, c'est une première, en tout cas quand même, de nous, notre présence, de tout ce qu'on a connu de par le passé. Peut-être que vous pouvez parler de la première mandature du président de la République, Alpha Condé. En 2010, l'investiture s'est tenue au Palais des Nations. En 2015 également, c'était au Palais des Nations. Et en 2020, c'était également au même endroit avec seulement des autorités et également certaines figures, disons, de la diplomatie, et de l'autre côté des journalistes. Ça s'arrêtait là. Et cette fois-ci, on a un peu pensé aux citoyens qui aussi ont quand même droit, ne pas seulement voir les choses se passer à la télé, faire un acte physique, un acte de présence sur les lieux. Alors on a rendu des choses, moi je me dirais, faciles pour des citoyens, pour qu'on puisse quand même, disons, accéder au stade 28 septembre et au stade de Nongo, du général Lansana Conté. Donc il a expliqué, le ministre Moussa Moïse, que le choix du stade général Lansana Conté de Nongo vise à donner une solennité particulière à l'événement et surtout à projeter l'image d'une Nouvelle-Guinée. Alors, d'une Nouvelle-Guinée, aujourd'hui, nous le savons, c'est quand même, ça fait partie des mots forts quand même du dernier discours en date du président de la République. Il a parlé d'une Nouvelle-Guinée. Alors, une Nouvelle-Guinée, elle est possible, c'est à travers le concours de tout le monde. Alors, il faut aujourd'hui s'y mettre, et la citoyenneté, le citoyen, le président lui-même, à travers son adresse à la nation, met ce citoyen dans le centre, disons, de ce septennat. Il faut le comprendre ainsi, et c'est une bonne chose quand même pour voir réellement ce pays continuer d'avancer. La cérémonie va débuter à 8h et devrait rassembler près de 50 000 personnes ainsi que plusieurs chefs d'État étrangers. 50 000 personnes, c'est ce qu'on parle du nombre de places dans le stade. Hein. Je crois que c'est un stade avec 50 000 places, il faut le comprendre. C'est pourquoi aussi cet événement a été amené à ce niveau-là. Donc on peut facilement comprendre qu'à travers notamment disons ce stade et tout ce que nous connaissons aujourd'hui de sa rénovation, on comprend effectivement ce que disons, les autorités veulent donner, quelle image elles veulent renvoyer au reste du monde. Le programme officiel comprendra plusieurs séquences. Il y aura une phase préliminaire, disons, qui sera animée par des artistes, l'arrivée des invités d'honneur et des chefs d'État, la cérémonie solennelle de prestation de serment, le discours d'investiture du président Mamadi Doumbouya, la diffusion officielle également des images sera assurée, il faut le rappeler, par la radio-télévision guinéenne RTG. Donc les citoyens qui ne pourront pas prendre part à cet événement directement de façon physique pourront également regarder l'investiture, la cérémonie solennelle à la télé, et pourront, disons, être au même diapason que ceux qui sont déjà sur le terrain. Alors c'est juste un acte physique, un acte, disons, de présence physique, et voilà, de l'autre côté, on peut également suivre cela. Il faut dire aujourd'hui que toutes les conditions presque sont réunies pour une couverture médiatique ordonnée et digne de ce moment historique qui devra que vivra la Guinée ce samedi 17 janvier 2026, et les journalistes accrédités sont appelés à être les relais de ce rendez-vous et surtout le faire avec beaucoup de professionnalisme. C'est pourquoi même je pose cette question aujourd'hui. Si on doit poser la question, quelle doit être la responsabilité des journalistes ou des médias guinéens, ou quel est le rôle précis qui est attendu des médias pour cette investiture du président Mamadi Doumbouya? Je crois qu'il y a des annonces qui ont été faites à ce propos par le ministre Moussa Moïse Silla même, le rôle précis des médias
Oui, en fait, les gens ont appelé à faire une couverture médiatique marquée par le journalisme et surtout la responsabilité, tout en préservant quand même, disons, le caractère solennel. Le caractère solennel, républicain et unificateur de la cérémonie. C'est de ça qu'il s'agit. Je crois que c'est donc le langage. Il faut avoir un langage. Le langage, un langage professionnel. Alors, nous savons pertinemment que le monde sera, le monde sera en direct ces jours-là. Les projecteurs sont braqués sur la Guinée. Du point de vue extérieur, le pays sera vraiment en ébullition, il faut quand même le dire, sur le plan positif, parce qu'il ne s'agit pas d'une manifestation de colère. Donc, il faut comprendre le langage aujourd'hui que le journaliste, en tant que d'abord citoyen, parce qu'on est d'abord citoyen avant d'être journaliste, il y a cette responsabilité d'abord sociétale, il faut le comprendre. Le journaliste, est-ce qu'il faut tenir un langage aussi, disons, qui est contraire à l'unification? Je crois que non, et les autorités l'ont amplement rappelé tout un chacun. Ce comportement, enfin, de par le passé, il faut dire quand même que lors des investitures, disons, passées, au-delà même du nombre, pléthorique des ça veut dire qu'on ne va pas là-bas pour chercher des cheveux dans une soupe. Hein. On va là-bas pour faire évidemment, mais enfin, de toutes les façons, le journalisme, c'est le journalisme. Même si vous avez quelque chose à dire, vous pourrez attendre 3 jours après, parce que ça c'est le journalisme. Il peut y avoir des incidents malheureux, mais comme je l'ai dit, les projecteurs sont braqués sur notre pays. Dans les pays que nous voyons, que nous apprécions aujourd'hui, tout n'est pas rose dans ces pays-là. Il faut y être, il faut vivre les réalités de ce pays-là pour comprendre. Même aux États-Unis, même en France, il y a quand même des tares qu'on essaye de corriger, c'est-à-dire la perfection du jour au lendemain. Il faut aussi le comprendre, et surtout la solennité de l'événement, je le rappelle, et les autorités y ont insisté dessus. Il faut le comprendre et surtout être un journaliste responsable, professionnel avant tout, et se dire que je suis citoyen. Tout acte que je pourrais poser allant, c'est-à-dire dans le contraire de l'unification sociétale du journaliste, ça doit primer avant tout. Il peut y avoir des informations à mon niveau. Je peux voir le côté, c'est-à-dire émotionnel, je peux voir le côté sensationnel de cette information, mais je me dis, attention, le côté social, est-ce que si j'arrive à véhiculer ces informations, à donner ces informations, à les publier, ces informations vont placer le pays, c'est-à-dire sous quelle coupe? Il faut toujours se poser cette question-là. Quels dégâts pourraient causer ces informations-là? Et si vous savez pertinemment que c'est une information qui pourrait qui pourrait incendier, le mieux c'est de s'abstenir. Alors, il peut y avoir sûrement peut-être des incidents. Il s'agit d'une cérémonie. La perfection parfaite, si cette répétition on peut me le permettre, n'appartient qu'à Dieu. Donc, seul Dieu est parfait. Une organisation humaine, il y a toujours des failles à corriger, mais ce n'est pas sur le champ qu'il faut les corriger, ces failles-là. Il faut attendre, si vous voulez coûte que coûte donner ces informations. Pour le moment, il faut quand même se mettre dans ce saut de solennité de l'événement et surtout être d'abord républicain, professionnel et surtout citoyen guinéen. Citoyen guinéen. Merci Mohamed pour toutes ces précisions. Il faut aussi rappeler que l'URTELGI, l'Union des radios et télévisions libres de Guinée, organise une synergie ce samedi, même à l'occasion de l'investiture du président Mamadi Doumbouya, une initiative annoncée il y a quelques jours lors de la cérémonie de présentation de nouvelles règles de remerciement des médias guinéens par la haute autorité organisée par la haute autorité de la communication. Demain même, je vous vends la mèche, nous aurons sur ce plateau et dans cette émission le président de l'URTELGI, M. Aboubacar Kamara, qui va revenir sur tout ce qui est en train d'être fait ou tout ce qui est fait du côté de l'URTELGI pour que les médias audiovisuels guinéens, au-delà même de ces journalistes accrédités, puissent relayer en direct et de façon coordonnée, comme l'a déjà fait l'URTELGI lors du référendum ici en République du Guinée et de la présidentielle. Je crois qu'avec ces différentes synergies, aujourd'hui, l'URTELGI maîtrise très bien ce terrain. On va quand même demain recevoir son président ici dans cette émission et garder la date, c'est le 17 janvier 2026.
au stade général Lansana Conté. Ce sera l'investiture du président de la République, Mamadi Doumbouya. Une pause. Derrière, nous allons parler de l'ordre mondial et des décisions qui ne cessent de tomber du président américain Donald Trump. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur info.com, notre plateforme dynamique. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Tu t'appelles sur la carte d'identité nationale Marie-Louise Ouamounou. Oui. Ton nom d'artiste aussi, c'est Marie-Louise. C'est Marie-Louise Ouamounou. Pourquoi tu n'as pas changé? C'est ce nom que mon papa m'a donné, donc je n'ai pas voulu changer. Et donc tu ne partages pas l'idée avec les artistes qui changent Non, chacun a son vie. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Bienvenue à vous dans la deuxième et dernière partie de cette émission, le scanner qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h. C'est jusqu'à 10h30, nous vous aidons à comprendre l'actualité nationale et internationale avec les débatteurs et nos différents correspondants dans le monde entier, nos correspondants, nos consultants qui se mobilisent pour vous aider à comprendre l'actualité internationale également. Ici en plateau, les débatteurs qui vous aident à comprendre aussi l'actualité nationale et internationale. Je vais vous l'annoncer tantôt, l'ordre mondial semble bouleversé et cela doit interpeller avant de parler même de cette autre décision surprenante de l'administration Trump. Nous vous plongeons dans les nouvelles réalités géopolitiques et dans ce biais de Zakaria Kamara.
Aujourd'hui, on nous parle de géopolitique. En réalité, parlons plutôt de géopolitique, car derrière les grands discours sur la stabilité, la sécurité ou le développement se cache une vieille recette, la loi du plus fort. Les grandes puissances se toisent, se menacent, se sanctionnent, et quand elles veulent régler leurs comptes, elles transforment les régions entières en terrain d'affrontement. L'Ukraine hier, le Moyen-Orient aujourd'hui, l'Afrique depuis toujours. Ici, on ne parle pas d'invasion spectaculaire, non, c'est plus subtil. Base militaire, dette étouffante, dirigeants sous perfusion diplomatique. Un impérialisme version moderne, sans uniforme mais avec des intérêts très clairs. Et l'Afrique dans tout ça. L'Afrique riche de ses sols, pauvre de sa souveraineté, convoitée par son uranium, son pétrole, son cobalt, mais rarement respectée pour ses peuples. On lui impose des modèles, des alliances, parfois même des ennemis. On lui explique ce qui est bon pour elle sans jamais vraiment l'écouter. Alors, quel avenir face à cette loi du plus fort? La soumission, certainement pas. L'isolement, illusion dangereuse. L'avenir de l'Afrique passera par l'unité d'abord, une coopération régionale réelle, pas seulement des sommets et des photos, par une jeunesse consciente, exigeante, qui refuse d'être la chair à canon des ambitions étrangères, par des dirigeants responsables qui comprennent que la souveraineté ne se négocie pas contre les privilèges personnels. Le monde de demain sera multipolaire ou ne sera pas. Et l'Afrique a un choix, rester l'échiquier ou devenir un joueur, à condition de ne plus confondre aide et domination, à condition surtout de croire enfin en sa propre force. Un rappel important et la décision des États-Unis à ce moment précis interpelle. Donald Trump durcit le ton. Le département d'État américain suspend pour une durée indéfinie le traitement des visas d'immigration pour les ressortissants de 75 pays à compter du 21 janvier 2026. Une décision qui suscite de nombreuses réactions, Mohamed Lebas. Quelles sont donc les motivations avancées par l'administration Trump pour justifier cette suspension? Alors, selon les informations disponibles, la suspension concerne spécifiquement, comme vous venez de le rappeler, les visas d'immigration qui conduisent à la résidence permanente. Les visas, disons, de non-immigrants, tourisme, affaires, études, ne sont pas en principe affectés par cette pause, disons, imposée par l'administration Trump. Comme d'habitude, Donald Trump qui prend des décisions à chaque fois, il faut s'attendre à des justifications kilométriques derrière. Et cette fois-ci, l'objectif selon l'administration Trump ou le département d'État américain a déclaré, l'objectif déclaré est de mettre fin, selon le département d'État américain, à l'abus du système par des personnes qui pourraient devenir une charge publique, c'est-à-dire dépendre des aides sociales américaines. Le département d'État a indiqué qu'il réévaluait ces procédures pour empêcher l'entrée de ressortissants étrangers qui bénéficieraient de l'aide sociale et des prestations publiques. Ça en dit beaucoup aujourd'hui sur la politique, disons, de Donald Trump depuis son retour à la Maison Blanche. Il est en train de durcir, c'est-à-dire les choses presque dans tous les domaines aujourd'hui, parce que si vous regardez même dans le domaine, disons, diplomatique, c'est un véritable souci pour le monde. Et ce qui s'avère un peu étonnant dans cette autre décision de l'administration Trump, c'est que même ceux qui sont censés être d'autres grandes puissances se retrouvent dans ce même lot. Et ce qu'il ne faut pas occulter, c'est que la Guinée figure sur la carte ou la liste des personnes concernées, des pays concernés par cette décision de Donald Trump. Il s'agit d'une liste très longue, parce qu'on parle de 75 pays. Il faut dire que cela se rajoute déjà à d'autres pays qui étaient sous sanctions, notamment dans le même cadre, par, disons, sanctions imposées naturellement par Donald Trump, son administration, qui
tout de même, chaque matin, on s'attend à une décision, mais disons la vérité qui n'arrange pas le monde entier. Alors les agents consulaires sont invités à refuser les visas en se basant sur des critères élargis de charge publique. C'est l'argument aujourd'hui, parce que pour lui, les immigrants qui se retrouvent sur le sol américain sont devenus une charge publique. Il en a marre que ceux-là continuent de bénéficier des aides des États-Unis alors qu'ils sont sur le sol disons, américain. Pour lui, ils ne devraient pas être pris au même pied d'égalité que les vrais Américains ou les Américains d'origine, en tout cas ceux qui sont là-bas, qui ont la nationalité américaine. Donc c'est un véritable souci aujourd'hui pour le monde entier, et il commet déjà à la tâche les agents consulaires qu'il invite disons, à refuser les visas en se basant sur ces critères élargis que lui-même essaye de tracer, et qu'il essaye de renforcer chaque jour que Dieu fait. Alors, ces charges publiques incluent notamment l'âge, l'état de santé, la situation financière, la maîtrise de l'anglais ou le risque de recours à des soins de longue durée. Vous comprenez jusqu'où Donald Trump aujourd'hui il ne veut plus s'arrêter, parce qu'on parle de l'état de santé, on parle de la situation financière, et surtout ce qui est beaucoup plus disons interpellateur, on parle des soins de longue durée. Des soins, il s'agit des personnes malades, que Donald Trump et son administration ne veulent plus prendre en charge dans leur propre pays, sur le sol américain. Donc c'est incompréhensible aujourd'hui vis-à-vis comme c'est pour dire faites des hôpitaux, construisez des hôpitaux chez vous, formez vos médecins. Former aux médecins. Nous, chez nous, aux États-Unis, on s'occupe des Américains, comme il l'a dit, l'Amérique d'abord. Donc, on voit... American Fest. American Fest, c'est ça, American Fest. On comprend jusqu'où il tient à cette expression-là et qu'on fait mal à travers cette expression, parce qu'aujourd'hui, les décisions qu'il est en train de prendre quand même, ce ne sont pas des décisions anodines. Il s'agit des décisions, disons, qu'on peut même mettre dans le lot progressiste. Il faut quand même le dire. De l'autre côté, il faut dire que des candidats âgés en situation, disons, de surpoids, ça fait rire, mais c'est la vérité, de surpoids ou ayant perçu des aides par le passé, pourraient ainsi être déclarés inéligibles. Vous comprenez? C'est du Trump. C'est du Trump. Il est en train de faire du Trump, et la liste complète des 75 pays n'a pas été officiellement publiée. Il faut le dire déjà que c'est une information qui a fuité, parce que elle a été révélée par la porte-parole, disons, de la Maison-Blanche. Alors il faut comprendre aujourd'hui les tenants et les aboutissants de cette décision. Cependant, plusieurs médias s'appuient quand même sur le mémo du département d'État, et ont cité un large éventail de nations concernées. Parmi ces pays, déjà, comme je le disais, il y avait des pays déjà soumis à des restrictions, notamment la Somalie, on parle de l'Iran, de l'Afghanistan, de Yémen, de Syrie et du Nigeria. Alors, ce n'est pas une nouveauté pour ceux qui connaissent aujourd'hui, en tout cas quand même, ces guerres de positionnement géopolitique et autres géostratégies. Il s'agit tout simplement un autre recours pour Donald Trump pour faire mal quand même disons, au reste du monde. Ce qui s'est avéré beaucoup plus étonnant, il s'agit de ces pays, des nouveaux pays qui sont cités, parmi lesquels nous retrouvons la Russie. La Russie. C'est ce qui interpelle beaucoup plus, ça fait parler, ça fait grincer des dents, et ça prête à débat. Il y a la Russie, il y a le Brésil, on parle de Thaïlande, on parle de l'Égypte, encore Irak. Donc c'est un véritable souci aujourd'hui. Sur toutes les listes, l'Irak presque figure. On ne sait pas si cela frise une comédie ou qu'est-ce que cela sous-entend. Il y a aujourd'hui un délai dont on parle. On ne sait pas, est-ce que Donald Trump va reconsidérer encore cette décision? Mais pour l'air, tout semble sérieux pour l'administration Trump, qui ne compte pas s'arrêter et qui compte mettre à exécution toutes les décisions qui passent par la tête de Donald Trump. Et pour le moment, c'est le reste du monde qui en pleure. Ouais, c'est le reste du monde qui en pleure. Et raison pour laquelle je vais poser cette autre question, Mohamed Leba. Quelles pourraient être les conséquences pour les ressortissants africains qui seront concernés par cette mesure? Puisque vous avez vu, dans même votre intervention, j'ai fait exprès de diffuser ce biais qui parle de l'Afrique et de son avenir
de nouvel ordre mondial, de la géopolitique et de ce rapport de force qui va exister entre les grandes puissances. Les impacts seront quand même, disons, énormes, il faut le dire. Déjà, il y a des impacts d'autres décisions de Donald Trump, notamment couper des aides à travers, pour certains pays, parmi lesquels figurent quand même des pays africains. Alors cela amène aujourd'hui les autorités africaines, les chefs d'État africains, à quand même se poser des questions, à s'interroger sur le sort du continent vis-à-vis de cette guerre géopolitique, des stratégies aujourd'hui quand même qui continue, disons, à envahir le monde, parce qu'il s'agit aujourd'hui d'une guerre de puissance. Alors l'ordre mondial constamment bousculé, c'est-à-dire l'ordre mondial constamment mis au défi. Donald Trump qui est en train de déjouer tous les pronostics aujourd'hui vis-à-vis de la paix dans le monde. Donald Trump qui continue quand même de décider de tout ce qui lui passe par la tête. Aujourd'hui, les chefs d'État africains, parce que pour l'heure, il faut dire qu'il n'y a pas de réaction officielle vis-à-vis de ces différentes décisions-là. Il y a peu de chefs d'État qui aujourd'hui osent prendre la parole pour défier Donald Trump. Si vous enlevez un peu les pays de l'AES où on va parfois, ou dans certains discours des chefs d'État, disons, durcir le ton un peu, ou même en parabole vis-à-vis de toutes ces décisions qui se prennent au quotidien, il faut se dire que dans le reste de l'Afrique, c'est silence de cathédrale. Pour le moment, il n'y a presque pas de réaction officielle, même pour des pays qui sont directement concernés par ces différentes mesures de Donald Trump. Alors, des impacts, c'est que nous savons pertinemment que pour avoir un visa en bonne et due forme pour les États-Unis, c'est très difficile. Et pour des pays qui sont d'ailleurs même cités, quand on enlève la Russie et disons peut-être un peu le Brésil, parce que le Brésil fait, disons, frontière aux États-Unis, on peut comprendre là peut-être qu'il s'agit d'aller, de se retrouver sur le sol américain de façon, disons, illégale. Mais pour le reste du monde, il faut dire surtout la partie Afrique, c'est un véritable souci aujourd'hui. Se rendre aux États-Unis devient de plus en plus difficile. La dernière fois, ça ne fait même pas 2 semaines, il y avait une autre décision qui concernait aussi la Guinée, notamment sur cette garantie qu'il faut présenter à l'ambassade pour accéder, disons, aux documents qui pourraient vous amener aux États-Unis. Alors c'était énorme, on se disait, et aujourd'hui il vient même enterrer cette autre décision par une autre décision qui vous empêche même d'aller aux États-Unis. D'immigrer de ce côté. La même question je vous pose, Yamoussa Cheikh Camara, quelles pourraient être les conséquences pour les pays africains qui seront concernés par cette liste de Donald Trump? En tout cas, parmi les 75 pays donc, qui sont cités ou qui sont visés par cette décision de Donald Trump, il faut quand même rappeler que 26 pays africains sont sur la liste. Bien sûr que la liste n'est pas encore définitive puisqu'on n'en a pas encore vu. Mais ce qui est sûr, cette décision, elle va avoir un impact très concret pour les candidats et les familles, disons, mais aussi les économies. Non seulement pour les 75 pays ciblés, mais aussi les 26 pays africains. Quand même, il faut quand même rappeler, Abdallah, ce n'est pas quand même une première qu'une telle décision tombe de la part de Donald Trump, puisque depuis son investiture, donc pour cette mandature-là, l'administration Trump multiplie les actions visant à limiter non seulement l'immigration irrégulière, mais aussi celle légale aujourd'hui sur le sol américain. Parlant des conséquences directes peut-être pour ces pays ciblés, il faut quand même dire que les postulants à une carte de résident permanent, l'impact est immédiat et concret. Donc les entretiens consulaires peuvent être refusés, les dossiers renvoyés sans traitement, mais aussi les décisions finales suspendues jusqu'à un nouvel ordre. Alors pour ceux qui avaient des entretiens déjà programmés ou des requêtes en cours, cette suspension peut signifier des annulations ou des reports indéfinis. Donc dans plusieurs pays africains, ces conséquences se feront sentir, Abdallah, non seulement au niveau des familles qui espéraient se réunir, mais aussi des milieux de projets éducatifs pourraient être également retardés ou remis en question. Et donc la suspension survient à un moment, il faut le dire, où
les ONG et défenseurs des droits humains ont déjà exprimé leurs préoccupations vis-à-vis des politiques migratoires américaines jugées agressives ou discriminatoires, notamment dans le cadre des précédentes suspensions touchant des pays africains ou instables. D'ailleurs, vous allez comprendre, comme je le disais, cette autre suspension, peut-être on dit qu'elle est, je vais dire, excessive peut-être. Bon, c'est indéfini pour le. Donc, mais vous pouvez quand même vous rappeler d'autres décisions qui ont été précédemment prises, puisqu'il y a aujourd'hui des pays qui sont même interdits, qui sont interdits les ressortissants des pays. Il y a des pays dont les ressortissants sont interdits de fouler le sol américain, notamment Afghanistan par exemple, puisque vous vous souvenez en décembre dernier, lors de la fusillade à Washington impliquant un ressortissant afghan, et jusqu'à aujourd'hui où nous parlons, il y a des manifestations à Minneapolis où la police de l'immigration a ouvert le feu sur un ressortissant vénézuélien. Donc vous allez comprendre que les conséquences de telles décisions prises sont vraiment énormes. Je vous ai cité une petite liste, mais c'est juste une liste qui est loin, qui est loin d'être réluisante. Derrière, il va y avoir d'autres conséquences, même sur le territoire américain, des ressortissants qui sont là-bas, puisque cette politique, cette lutte engagée aujourd'hui par Donald Trump contre non seulement la migration irrégulière, mais aussi celle légale, donne aujourd'hui le cursus, il faut le dire, ou la latitude à la police même migratoire de commettre des bavures aujourd'hui sur les ressortissants des autres pays. Mais la police qui parle d'autodéfense. D'autodéfense, de légitime défense entre autres, mais ça c'est un peu pour maquiller comment dire, la forfaiture opposée. Voilà, sinon au niveau des autorités locales, vous voyez combien de fois il y a eu des dénonciations du côté des démocrates par rapport à cette politique imposée par Donald Trump. Donc des impacts ou des conséquences sur tous les pays, mais ça sera aussi plus grave sur les pays africains qui font la plupart partie des pays les plus pauvres du monde. L'Afrique, elle est orpheline aujourd'hui, une Afrique orpheline face aux grandes puissances. Est-ce que vous partagez le même avis, Bangali, que Yamoussa Cheikh? Justement, Abdallah, l'Afrique est orpheline face aux grandes puissances parce que cette décision, nous pensons que depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, son retour à la Maison-Blanche, beaucoup de décisions sont venues, comme vous l'avez si bien rappelé, l'Amérique first, l'Amérique d'abord. Donald Trump n'a pas mal pris de décisions à l'encontre ici de la diplomatie internationale. Et tout récemment, nous avons suivi avec Donald Trump la suspension du sésame et la green card qui permettait donc aux citoyens du monde de résider aux États-Unis. Il a d'abord commencé par suspendre cela. Donc cette loterie qui permettait donc aux citoyens du monde de venir aux États-Unis est donc suspendue. Donc cette décision également qui est allongée par Donald Trump vient à peu près bloquer le rêve de bon nombre de citoyens, bon nombre de jeunes, et notamment qu'on a vu à travers la route de Nicaragua, beaucoup partaient vers l'immigration illégale, donc ça a été bloqué. Donc de façon légale, qui vient alors d'être bloqué par Donald Trump, donc ça va carrément impacter beaucoup de domaines, notamment malgré que Bal a rappelé les domaines éducatifs ne sont pas impactés. Mais ça, c'est la forme. Si nous regardons le fond, pratiquement, ça va durcir également. Ça va être alors un blocage de beaucoup de talents, des talents africains qui veulent aller dans les grandes universités aux États-Unis. Donc cela va être carrément un blocage pour ces gens-là qui veulent rêver, étudier dans ces grandes universités américaines. Et après cela, nous voyons que cela peut créer également des tensions diplomatiques, entre des États. Et car vous voyez, certains États, avec ce blocage, vont penser à une question de réciprocité, notamment quand vous regardez le Mali, le Burkina Faso ou le Niger. Les États de l'AES, l'Alliance de l'AES, oui. Donc qui menaçaient également cette réciprocité. Toutefois, si un citoyen est africain ou bien leur ressortissant est empêché de s'y rendre, donc pratiquement, eux aussi vont carrément appliquer ce principe. Oui, parce que pour ces États, c'est œil pour œil, dent pour dent. Dent pour dent. Malheureusement. Mais malheureusement, plus loin, si nous voyons
Mais la force... Certains analystes même estiment que cette approche pourrait détourner des talents, des investissements et affaiblir même les liens sociaux aujourd'hui entre les États-Unis et les pays concernés, notamment les Africains. Mais justement, mais plus loin, si nous faisons un regard là-dessus, il faut dire que oui, c'est à l'Afrique alors de prendre sa responsabilité. Parce que quand nous regardons avec l'édito de Zakaria, carrément, c'est un rappel par rapport au chef d'État. Tout récemment, nous voyons en Ouganda avec Yoweri Museveni qui tend vers maintenant son 7e mandat. Pas de réforme. Il y a également du côté du Congo. Il a fait déjà 40 ans, mais il ne veut rien lâcher. Il ne veut rien lâcher. Donc les impacts, si l'Afrique également prenait ses décisions à bras le corps, pratiquement, quelles qu'en soient les décisions de Donald Trump, finalement, l'Afrique pourra réellement naviguer et pourra vaquer à ses différents volets de ses propres ailes. Donald Trump, il défend son État, il défend les États-Unis, et puis à travers ce blocage, et ça va impacter alors les États africains, Abdallah. Les États africains, oui, Mohamed, pour ajouter. Un peu soulager le reste du monde, c'est le fait que la Russie figure quand même sur cette pas liste. forcément. Parce qu'on attend, pourquoi je le dis? Parce qu'on attend forcément à la réaction de la Russie. Ça va venir. Vous le savez, aujourd'hui, Vladimir Poutine, ce n'est pas comme certains chefs d'État qui peuvent réellement rester silencieux vis-à-vis de certaines décisions de Donald Trump. Cette mesure de réciprocité, il va la jouer. Ça, c'est Vladimir clair n'est pas le président du Venezuela. J'essaie de me rappeler son nom, mais ça m'échappe un tout petit peu. Et celui qui vient récemment... Maduro. Maduro. Oui, Vladimir n'est pas Maduro. Il n'est pas Maduro, en fait. Maduro, malheureux. Mais on arrive et c'est très grave. C'est très grave. Donc, vous voyez, c'est une guerre de géopolitique. Enfin, c'est ce que je comprends. Sauf que pour ce qui est de la géopolitique ou de la géostratégie, l'Afrique, dans tout cela, pour aujourd'hui, comme le dit ce biais de Zakaria, l'Afrique est presque orpheline. L'Afrique est sans armes. L'Afrique est aujourd'hui sans argument. Mais tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu, mais on dit pour le moment. On dit pour le moment. L'Afrique est sans armes. Si vous voyez la manière dont Nicolas Maduro a été, enfin, entre guillemets, c'est ce que je voulais mettre entre guillemets, il a été pris, disons une capture de 5 minutes, on dirait, je ne vais pas le dire à elle, vous comprendrez qu'aujourd'hui l'enjeu est très grand, l'enjeu est énorme aujourd'hui. La réaction de la Russie, est-ce qu'on va encore, disons, assister à un autre bras de fer entre les deux puissances? Parce que si vous prenez aujourd'hui le monde, l'ordre mondial est bousculé constamment par ces deux nations-là. Donald Trump, de l'autre côté, Vladimir Poutine. Alors que cette décision concerne effectivement la Russie qui ne fume pas. Enfin, même si Donald Trump dit que Vladimir Poutine c'est son ami, Vladimir Poutine dit que Donald Trump c'est son ami. Pour le moment, il faut dire que sur le terrain, la géopolitique nous révèle autre chose. C'est une amitié qui ne tient qu'à une ficelle. Alors, en tout cas, ce qu'il faut ajouter à cela, en ce qui concerne l'Afrique, il faut dire que l'avenir est menacé. Et puisque depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, vous voyez, il a commencé d'abord par la suppression des aides financières du côté du continent d'abord africain. Et puis aujourd'hui, on procède à la suspension des visas, c'est-à-dire empêcher les autres ressortissants des autres pays africains d'aller même légalement vivre sur le territoire américain. Pour dire qu'aujourd'hui, l'Amérique d'abord, en fait, le slogan est en train de gagner du terrain. Donald Trump peut-être, mais si nous regardons tout cela, ça impacte beaucoup les pays africains. Même si derrière, avec les autres pays de l'AES, on estime qu'on peut directement riposter à travers la politique de œil pour œil, dent pour dent, mais ça va être très difficile, puisque aujourd'hui, la seule puissance partenaire aujourd'hui de ces pays de l'AES, c'est la Russie. Et la Russie aujourd'hui, diplomatiquement parlant, il faut comprendre que les pays, l'Amérique et la Russie se complètent. Alors, si ça ne va pas entre l'Afrique, l'Amérique et la Russie, normalement, non seulement entre la Russie et les États-Unis, l'impact doit se sentir ou ressentir, retomber sur le continent africain. À plus forte raison qu'aujourd'hui, les ressortissants africains ne peuvent pas se déplacer et aller vivre légalement sur le territoire américain. C'est très difficile. Pour l'Afrique, il faut essayer aujourd'hui de réinventer la roue afin de permettre de se tracer un chemin d'avenir qui va en tout cas permettre les Africains à mieux s'asseoir et à ne pas s'inquiéter, à ne pas aujourd'hui compter, espérer
sur l'aide des puissances étrangères. En attendant la liste officielle de ces 75 pays concernés par cette suspension du traitement des visas d'immigration, l'Afrique reste quand même... tout le monde est unanime sur ce plateau, reste orpheline. Hein, on est orphelin. Il ne s'agit pas de rester, disons, elle est orpheline. Bien. Elle l'a été et elle l'est. Pour le moment. Est très bien compris, Donald Trump qui continue avec ces séries de décisions qui impactent le monde entier. Merci Yamoussa Cheikh Kamara. Merci Abdallah. Merci Bangali Kamara. Merci Abdallah. Merci Mohamed Leba. Merci. Merci aux équipes techniques, à la réalisation, à vous auditeurs et téléspectateurs. On se reprend donc demain pour le dernier numéro de la semaine et on recevra sur ce plateau et dans cette émission le président de l'URTELGUI, monsieur Aboubacar Kamara, qui sera notre invité de ce vendredi pour la dernière de la semaine avant l'investiture du président Mamadi Doumbouya. D'ici là, prenez soin de vous rester en compagnie des programmes du seul et unique média de développement en République du Guinée. À très vite.